Bonjour tout le monde et merci de nous joindre aujourd'hui pour Échanger dans un forum en ligne où les partenaires de soins des personnes atteintes de troubles neurocognitifs pourront s'informer auprès d'experts, partager leurs inquiétudes et poser des questions. Cette initiative vous est offerte par le programme de formation sur les troubles neurocognitifs de l'Université McGill qui est soutenu par des dons privés. Nous tenons à remercier la Fondation Prochainement Petro-Canada pour son soutien. Le programme de formation sur les troubles neurocognitifs de McGill offre une gamme complète de ressources multilingues gratuites pour informer et soutenir les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, leurs familles et leurs partenaires de soins, ainsi que des étudiants et les professionnels de la santé. Sur notre site web, mcgill.ca/démence, vous pouvez y trouver des guides éducatifs, des cours en ligne, des vidéos d'activités, des groupes de soutien virtuels et plus encore. Nous vous invitons à télécharger notre guide gratuit disponible en 14 langues. Bon, alors depuis le lancement de cette initiative en 2022, nous avons reçu de nombreuses demandes pour proposer ce forum en français. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre premier épisode en français qui sera animé par Madame Claire Webster et Carmen Desjardins. Pour le reste de la saison, nous altérons les épisodes entre anglais et en français. Maintenant, rencontrons nos modératrices. Claire Webster est la fondatrice et l'ambassadrice du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de l'Université McGill. Elle est conseillère certifiée en soins aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs, conseillère professionnelle certifiée pour les aînés, ainsi que conférencière et formatrice dans le domaine des soins aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Elle est la fondatrice et la présidente de Passage Aidant, un cabinet de consultation qui fournit des services d'éducation et de soutien afin d'aider les personnes à naviguer dans les méandres de la maladie d'Alzheimer ou les troubles neurocognitifs. Ancienne proche aidante de sa mère, aujourd'hui décédée, qui souffrait de la maladie Alzheimer, Claire a une expérience bien réelle de l'impact de cette maladie sur la personne atteinte et des répercussions sur les membres de la famille. Notre deuxième modératrice, Carmen Desjardins, est infirmière clinicienne de profession, chef de service pour le programme de démence avec comorbidité psychiatrique au sein du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Ouest de l'île de Montréal. Elle siège à des comités à titre de conseillère d'experts pour le ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que pour le Centre d'excellence sur la longévité. Elle a participé à la mise en œuvre du plan Alzheimer's pour son secteur, ainsi qu'à la mise en place de l'équipe ambulataire, SCPD, symptômes, comportements et psychologiques de la démence pour son CIUS. Donc, le sujet aujourd'hui est comment approcher les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Claire et Carmen animeront une discussion et prodigueront des conseils sur la manière de composer avec les problèmes de la vie quotidienne, les agressions verbales ou physiques et les comportements sexuels inappropriés. Nous vous demandons de garder vos microphones éteints. Nous réactivons le son au besoin une fois que nous ouvrirons la discussion. Veuillez noter que nous enregistrons le webinaire aujourd'hui et l'enregistrement sera publié sur la page Échange aidant de notre site web. Je vais poster le lien dans le chat aujourd'hui. Mesdames, bienvenue. La parole est à vous. Alors, bonjour tout le monde. J'aimerais juste souhaiter la bienvenue à Carmen Desjardins qui se rejoint à notre équipe. Notre programme va célébrer 10 ans l'année prochaine et je suis vraiment très fière de ce que nous avons accompli dans les dernières années. Et aujourd'hui, je suis très contente que nous sommes capables d'offrir ce programme important en français. Alors, ça va être vraiment Carmen qui va prendre la parole aujourd'hui et c'est ça. Bienvenue aux échanges aidants. Bonjour à tous, merci de m'accueillir parmi vous. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Donc, on va débuter avec les objectifs de notre formation. Donc, ça serait de définir les troubles neurocognitifs. Donc, c'est quoi un trouble neurocognitif? Définir les comportements et leur donner un sens. Prendre en compte vos préoccupations parce que vous n'êtes pas seul là-dedans. C'est quand même quelque chose qui est assez réparti chez les gens qui vivent avec des êtres chers qui souffrent d'un trouble neurocognitif majeur puis partager des stratégies concrètes et humaines pour vous soutenir et vous aider. Donc, que veut dire le terme démence? Je vais juste
Je vais juste faire un petit aperçu sur les termes qu'on utilise maintenant en français au Québec pour identifier justement la démence. Donc, absolument, on va parler d'un trouble neurocognitif qui est un terme utilisé pour désigner une maladie du cerveau. Donc, absolument, les éléments qui sont touchés lorsqu'on parle d'un trouble neurocognitif sont la mémoire, l'attention, on parle du langage, l'impulsivité, le jugement, l'autocritique, puis l'organisation des fonctions exécutives, la perception et même les normes sociales. Quand on discute ou qu'on mentionne un trouble neurocognitif léger, c'est un terme utilisé pour désigner une maladie du cerveau qui définit un déclin cognitif, mais qui n'est pas nécessairement considéré comme une démence encore. On est encore dans les débuts d'un trouble neurocognitif majeur, donc il n'y a pas encore une perte d'autonomie ni une perte de fonctionnement. À ce niveau-là, c'est un trouble neurocognitif léger. Quand on parle d'une démence, on va parler d'un trouble neurocognitif majeur. Une démence, trouble neurocognitif majeur, veut dire qu'il va avoir une atteinte dans le fonctionnement au quotidien, qu'il va avoir une atteinte dans l'autonomie de la personne. OK? Sous le parapluie, on peut retrouver une centaine de types de démence, mais les plus communes, celles desquelles on entend le plus parler, vont être la maladie d'Alzheimer. Les gens connaissent très bien ce terme-là. On a des démences vasculaires. On pourrait avoir une démence qui est mixte. Donc, on aurait une composante Alzheimer avec du frontotemporal. On pourrait avoir une composante Alzheimer avec du Lewy body. Il y a la démence à corps de Lewy aussi, qu'on voit de plus en plus, et il y a la démence frontotemporale. On ne passera pas à travers toutes les démences présentement. Ça peut être aussi une opportunité, si vous désirez prendre des notes, des questions pour un sujet qu'on pourrait aborder dans un temps futur, les types de démence. Donc, les premiers cycles d'un trouble neurocognitif, parce que comme je disais tantôt, on ne parle pas d'un trouble cognitif majeur, on va parler de oubli fréquent, de la répétition, des difficultés avec des nouveaux apprentissages. Il pourrait avoir un manque de mots, il peut avoir un trouble du langage. La personne utilise les mots qui ne sont pas nécessairement appropriés pour identifier un objet. Il y a des déclins des fonctions de résolution de problèmes et des prises de décision. Il pourrait avoir une désorientation dans les trois sphères, donc dans le temps, dans l'espace et dans la personne. Mais cette détérioration n'est pas toujours tout en même temps. Il y a une atteinte du jugement, de l'autocritique. Quand on parle de l'autocritique, on parle vraiment lorsque l'usager n'est pas capable de reconnaître ses déficits. Donc, lui ne reconnaît pas qu'il y a un trouble neurocognitif qui s'installe. Les changements de comportement, les changements d'humeur, les changements dans la personnalité, puis une tendance à s'isoler. Donc, les troubles neurocognitifs peuvent affecter des parties différentes du cerveau et dépendant de la partie du cerveau qui va être affectée, on va voir des changements au niveau des éléments qu'on a discutés tantôt, la mémoire, les fonctions exécutives, le langage. Donc, tout ça dépend vraiment de la partie du cerveau qui est affectée. On parle d'une maladie du cerveau, un trouble neurocognitif majeur, ce qu'on va remarquer, c'est une atrophie. Donc, une atrophie veut dire qu'il y a un rétrécissement de certaines parties du cerveau. Au MRI ou au scan, ça va être très bien défini dans l'image. Il y a vraiment un retréci, il y a une partie qui est rétrécie dans le cerveau. Euh, donc, le comportement peut être impulsif, il peut être hors de leur contrôle. Par exemple, ça peut être une atteinte du lobe frontal, du cerveau. On voit surtout ça dans les frontotemporales. Il faut jamais prendre personnellement un mot ou une réaction, un comportement, parce que comme je vous dis, c'est vraiment une partie spécifique du cerveau qui est atteinte. Donc, la personne souvent n'a pas de contrôle ou si elle a un contrôle, c'est quelque chose qui va demander beaucoup d'efforts, comment dire, de contrôle sur soi-même. Puis on peut penser qu'à la fin de la journée, ce contrôle sur soi-même-là va rendre la personne beaucoup plus fatiguée que quelqu'un qui a un cerveau qui est en santé. Ceci ne veut pas dire qu'on n'a pas à réagir au comportement, mais on pourrait toutefois ajuster notre réaction au comportement. Puis souvent, les gens qui ont des troubles de comportement, un changement dans leur comportement, c'est une façon de communiquer avec vous, c'est une façon de vouloir communiquer un besoin qui est non répondu ou un inconfort.
Donc, les symptômes, je vais souvent dire les SCPD, c'est plus rapide, c'est plus facile. Les SCPD, c'est vraiment le terme qu'on utilise pour désigner un symptôme comportementaux et psychologique de la démence. Donc, tout ce qui est comportement qui est à l'écart du comportement usuel de l'usager, secondaire à un trouble neurocognitif majeur, on va nommer ça un SCPD. Donc, absolument, un SCPD, c'est vraiment une forme de communication. C'est un besoin fondamental qui est non comblé. C'est un signe de détresse. Souvent, ça peut être une douleur importante que l'usager ne peut pas vous communiquer. Puis, ça peut être une manifestation de la maladie. Donc, il y a quatre catégories principales lorsqu'on parle d'un SCPD. Les quatre catégories principales seront l'agitation verbale qui est non agressive. Lorsqu'on parle d'une agitation verbale non agressive, ça inclut la répétition en continu. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment agressant. On va voir chez les proches aidants que c'est probablement un des comportements qui les fatigue le plus, qui va plus les chercher. C'est cette répétition de toujours avoir à répéter la même chose une dizaine, vingtaine, cinquantaine de fois durant la journée. Les plaintes, les lamentations, les demandes incessantes, les commentaires négatifs, un discours désorganisé, puis les expressions de détresse. Ce sont toutes des agitations verbales non agressives. On a les agitations physiques non agressives. Donc, de l'errance, ça compte comme une agitation physique non agressive, de fouiller, de se déshabiller, d'accumuler des objets, les répétitions de gestes, et on a aussi le syndrome crépusculaire. Le syndrome crépusculaire, c'est une agitation qui va se présenter plus vers 2 heures et demie l'après-midi, lorsqu'on commence à voir la coucher du soleil, surtout durant l'hiver. Il y a l'agressivité verbale, donc les insultes, les jurons, les cris, les menaces, les propos hostiles, les accusations, tout ça ce sont des agressions verbales. Puis après, on a les agressivités physiques qui peuvent être crachées, de frapper, de mordre, de pousser, de donner des coups de pied, des coups de poing. Ce sont toutes des agressivités physiques qu'on pourrait retrouver en SCPD. Donc, les autres catégories auxquelles on ne pense pas quand on pense à un SCPD, sur les symptômes affectifs et de l'humeur. Donc, on va aller voir de l'apathie. De l'apathie, c'est quand il n'y a plus d'expression. La personne ne réagit plus, elle n'a plus l'air vraiment heureuse, elle souffre d'anédonie, elle n'a plus la motivation, le plaisir aux activités, il y a une indifférence. On peut avoir de la dépression. On peut avoir de la dysphorie, qui est un inconfort émotif, donc une tristesse qui perturbe ou une irritabilité qui perturbe. On peut avoir de l'anxiété, une peur exagérée qu'on ne voit pas habituellement, l'irritabilité ou de l'instabilité de l'humeur. L'instabilité, c'est une labilité. C'est quand l'humeur, elle peut monter, descendre à plusieurs fois dans la journée. On peut avoir les symptômes perceptuels, qui sont les délires. Donc, les délires, lorsqu'on parle de délire, qui est la différence entre un délire et l'hallucination, c'est plus au niveau de la pensée, au niveau de la croyance. L'usager va avoir une pensée qui est erronée, elle va croire quelque chose qui n'existe vraiment pas et elle y croit fortement. Par exemple, quelqu'un qui rentre chez elle, qui vole ses choses, que le voisin l'espionne, que le voisin lui veut du tort. Ça, c'est vraiment une question de délire. Tandis qu'une hallucination, absolument, ça implique un sens. Donc, c'est plus sensoriel. Il va voir quelque chose qui n'existe pas. Il va entendre quelque chose qui n'existe pas. Il va ressentir quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir dans les SCPD chez les gens qui souffrent d'un trouble neurocognitif majeur. Il peut y avoir d'hyperactivité et aussi de la désinhibition. Donc, quelqu'un qui était beaucoup plus calme avant, qui était beaucoup plus posé, peut devenir hyperactif, avoir la bougeotte, toujours vouloir bouger, faire des choses qu'il ne faisait pas avant. De la désinhibition, quelqu'un qui peut être désinhibé sexuellement, donc qui peut avoir des propos plus sexuels, qui peut avoir, comment dire, une faim sexuelle ou un désir sexuel qui est beaucoup plus important qu'avant. Ça peut aussi faire partie des SCPD. De l'euphorie,
Donc, quelqu'un qui est exagéré dans ses expressions, qui est trop heureux, qui est plein de joie, quelque chose qu'on ne voyait pas avant, des comportements moteurs aberrants. Donc, can't stop to move, qui bouge tout le temps, qui est toujours que la gigote et de l'errance. Fait que quelqu'un qui fait de l'errance compulsive ou chronique, qui vous suit partout dans la maison, qui arrête jamais de bouger, qu'il faut toujours qu'il se promène. On a des gens, des fois, qui font de l'errance 18 heures par jour. Fait que c'est quand même assez important comme SCPD qu'on peut retrouver chez cette clientèle-là. Puis, il peut y avoir aussi des changements dans le rythme circadien et végétatif. Donc, le sommeil, soit qu'ils dorment trop, qu'ils dorment moins, qu'ils ne dorment plus la nuit, mais qu'ils dorment plutôt le jour. Fait que ça, c'est vraiment le sommeil qui change, l'appétit. On peut avoir une hyperphagie, donc ils mangent beaucoup plus avant, une hypophagie, mange beaucoup moins qu'avant. Le syndrome crépusculaire, on l'a mentionné tantôt, c'est vraiment un SCPD qui s'installe plus en fin de journée et en soirée. Donc, les SCBD les plus problématiques rapportés par les proches aidants, ceux on semble revoir le plus souvent, sont vraiment l'entêtement, donc qui ne veulent pas collaborer. Les syndromes crépusculaires qu'on a mentionnés à quelques fois jusqu'à présent, c'est le changement du comportement, mais plutôt à une certaine heure de la journée. Puis je vous dirais que sur notre unité au Mont-Levis, nous, ce qu'on reçoit beaucoup de SCPD très sévères, je peux même vous dire à peu près vers quelle heure ça va commencer. Donc, si j'entends des cris vers 2h15, je sais quelle patiente, parce qu'absolument, c'est assez cyclique et très rythmé dans l'heure de la journée. Les émotions, donc la colère, l'agressivité, la tristesse aussi, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre par les proches aidants. Lorsqu'on voit nos gens ou nos gens qu'on aime beaucoup pleurer à plusieurs fois dans la journée, une grande tristesse, la répétition, l'apathie, on l'a dit tantôt, l'apathie, c'est un manque d'émotion, un manque de réponse à l'environnement. Des paroles frôlant la vulgarité, des gens qui n'ont jamais sacré, qui n'ont jamais eu blasphème, mais maintenant on les apporte en public et ils ont des jurons. Il n'y a plus de filtres sociaux, donc ils vont dire des choses qu'habituellement n'auraient jamais osé dire en public. Des propos et commentaires déplacés à connotation sexuelle. L'opposition à la routine, donc des gens qui ont toujours suivi une certaine routine, mais que maintenant ne veulent plus la suivre. La vitesse de réponse, réaction catastrophique, la fabulation. Lorsqu'on parle de fabulation, c'est des gens qui inventent des histoires. Donc, ils peuvent inventer une histoire de leur historique du passé jusqu'à aujourd'hui qui fait aucun sens, qui ont eu 3 enfants, qui ont été mariés 2 fois, mais qui finalement n'ont jamais eu d'enfants, puis qui ont eu qu'une épouse dans leur vie. Fait que ça, c'est la fabulation. Et ils croient à leurs histoires en plus. Des questionnements constants, des conversations avec la télévision, c'est des choses qui peuvent aussi être problématiques pour les proches aidants. Fait que we're going to change the slide. On va passer à la prochaine diapositive. Pourquoi? Donc, la majorité des symptômes sont causés par un besoin fondamental qui est non comblé. Et parfois, ça, c'est difficile à comprendre et c'est même parfois difficile à accepter parce que, oui, d'une part, c'est le trouble cognitif majeur qui va causer le comportement, mais aussi c'est le besoin fondamental qui est non comblé, qui ne peut pas être communiqué, qui fait qu'il y a un comportement qui pourrait se présenter. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas le communiquer, c'est à cause du trouble neurocognitif majeur. Donc, le besoin fondamental auquel on pourrait penser pourrait être le besoin d'être compris. On voit souvent des gros troubles de comportement secondaires à l'aphasie. Donc, une personne qui ne peut plus s'exprimer, donc qui peut plus communiquer son besoin. Souvent, on va voir de l'agitation, même de l'agressivité, lorsque la personne ne peut pas parler et on ne peut pas comprendre ce qu'il dit. Le besoin physiologique, donc celui-là, c'est celui auquel on pense de façon plus commune, la nourriture, est-ce qu'il a soif, est-ce qu'il a chaud, est-ce qu'il a froid, est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il y a un inconfort physique ou de la douleur. Fait que c'est celui auquel on pense le plus rapidement et on oublie les autres besoins fondamentaux qu'on a tous à l'interne. Donc, le besoin de sécurité,
Fait que si la personne ne se sent pas en sécurité, il pourrait éprouver de la peur, de l'anxiété, puis cette anxiété-là pourrait être représentée par un trouble du comportement. Il y a un besoin d'appartenance et d'amour. On a tous besoin d'appartenance et d'amour, et je vous dirais que c'est probablement une des apprentissages les plus qui m'a apporté le plus d'humilité en travaillant sur une unité où ce que les gens souffrent de SCPD sévère, c'est de voir leurs besoins d'amour et d'appartenance, même lorsqu'ils sont très, très avancés, ne peuvent plus communiquer, mais ils se regroupent ensemble, se tiennent la main, parlent ensemble sans se comprendre entre eux, mais retrouvent une joie dans ce petit moment d'intimité-là. Le besoin d'estime, le besoin d'accomplissement, quand on voit qu'il est juste plier des barbouillettes ou de passer un balai en cercle, ça leur apporte un plaisir et ça les calme parce qu'ils se sentent comme s'ils apportent quelque chose auprès de l'environnement. Besoin de réalisation de soi, donc la créativité, la réalisation de l'ambition. Sinon, ils pourraient souffrir d'ennui. Donc, c'est là où ce que les gens ont besoin d'activité. Donc, le message véhiculé par le comportement. Habituellement, lorsqu'il y a un comportement qui va sortir, ce qu'ils essaient de vous dire, c'est soit je suis fatigué, j'ai mal en quelque part, je suis inconfortable, j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin d'aller à la toilette. On oublie beaucoup le besoin d'aller à la toilette. Depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on a 2 ans, depuis 3 ans, on apprend à être propre. C'est le mot qu'on utilise. Et puis, vers l'âge, lorsque la personne souffre d'un trouble cognitif majeur, on s'attend à ce que ce soit normal pour que ces gens-là aient des incontinences urinaires ou fécales, qui n'est pas le cas. Parce que souvent, lorsqu'on leur donne un horaire d'élimination, ils sont continents. Donc, c'est des choses qu'on peut travailler avec les troubles d'agitation et de comportement. Les compréhensions, trop chaud, trop froid, peur, solitude, l'anxiété, l'ennui. Faut vraiment pas oublier la peur de ne pas reconnaître les autres, la peur de ne pas savoir ce qui se passe autour de nous, de ne pas reconnaître notre environnement. Ça peut causer beaucoup d'anxiété, la colère et l'irritabilité. Donc, à éliminer. Il faut toujours éliminer une cause médicale, surtout si le comportement se présente de façon spontanée et aiguë dans une très courte période de temps. Si votre être cher ou la personne qui souffre d'un trouble cognitif majeur n'a jamais eu de trouble de comportement, et puis vous êtes capable de dire depuis avant hier, vers 8 heures le soir, il est vraiment agité, il est colérique, il crie. À ce moment-là, on peut presque penser à une cause médicale derrière le comportement. Et c'est important de faire évaluer ou d'éliminer une cause physique médicale derrière le comportement. Souvent, ça peut être aussi simple qu'une infection urinaire. Et malheureusement, oui, on demande d'aller en urgence dans un centre hospitalier général, mais si on fait ça assez rapidement, on peut éliminer une cause physique et on peut traiter le comportement assez rapidement. Donc, la première piste de solution, lorsqu'on fait face à un trouble de comportement qui s'installe de façon progressive et non aiguë, la première chose à faire, ce serait d'observer, de noter dans un journal de bord. C'est toujours bon de noter ce qui est arrivé avant, pendant et après pour prendre un recul et observer. Donc, le ABC. Donc, on regarde l'antécédent. Qu'est-ce qui est arrivé tout de suite avant le comportement? Quel est le comportement? Et quelle est la conséquence suite au comportement? Donc, on écrit quand, à quelle heure de la journée, qu'est-ce qui est arrivé avant et après. Ça pourrait aussi nous indiquer si c'est un syndrome crépusculaire qui arrive vers 2 heures, 2 heures et demie l'après-midi, si c'est une question d'élimination. Est-ce que la personne était très agitée dans l'heure qui a suivi? Il faut vraiment tout noter, hein. Si dans l'heure qui a suivi, pas nécessairement tout de suite après, la personne a déféqué. Je donne un exemple. Ça pourrait vous donner un indice qu'il y a déjà l'envie, ça lui cause de l'agitation, il ne sait pas où aller, ça crée un comportement et éventuellement, physiquement, il défèque. Fait que c'est à ce moment-là qu'en prenant des notes, en ayant un journal de bord, vous êtes capable de vraiment identifier qu'est-ce qui pourrait causer cette agitation-là et intervenir dans les journées futures.
Faut aussi réfléchir à l'histoire de la personne. Donc, tout dépendant de qu'est-ce qui arrive avant, pendant et après, on peut aller voir c'est quoi l'historique, c'est quoi la personnalité de cette personne-là. Par exemple, si quelqu'un prenait toujours sa douche le matin, qu'il ne prenait jamais sa douche le soir et qu'on a changé sa routine, donc on lui donne la douche le soir et puis qu'il commence à avoir de l'agressivité, de l'agitation peut-être 1 heure avant la routine, peut-être que c'est quelque chose qu'il ne tolère tout simplement pas. OK? Technique de base pour les prochains aidants, donc l'autorégulation. Donc, l'autorégulation, c'est vraiment la gestion de soi et de sa propre émotion. On peut marquer ça aussi dans notre journal. Comment est-ce que j'ai réagi pendant que le comportement se présentait? Puis faire un recul par la suite. Aller voir comment est-ce que j'ai réagi, qu'est-ce que j'ai dit, comment est-ce que j'ai répondu au comportement, qu'est-ce que je pourrais ajuster pour la prochaine fois. Donc, prendre un pas de recul, respirer, de prendre conscience de notre propre comportement, nos émotions, et puis de possiblement se réajuster par la suite. Donc, la notion des 4 R, toujours rassurer, valider l'émotion, de reconsidérer ce qui est arrivé, de rediriger, puis par la suite de prendre un moment de relaxation pour pouvoir mieux intervenir et comprendre la situation. Donc, les compétences de communication aussi, c'est des techniques de base qui sont très importantes pour les proches aidants. La communication, il faut toujours se rappeler qu'une personne qui a un trouble cognitif majeur n'intègre pas l'information de la même façon qu'une personne qui a un cerveau qui est sain. Donc, lorsqu'on parle à ces gens-là, faut qu'on s'assure d'avoir un contact visuel, s'assurer d'avoir un contact avant même de commencer à communiquer. Donc, on dit le nom de la personne, on a un contact visuel, on donne la consigne ou on dit ce qu'on veut dire, on donne un moment pour que la personne puisse intégrer l'information, puis après répondre. Ça peut prendre beaucoup plus de temps pour une personne avec un trouble cognitif majeur qu'une personne saine parce que il doit enregistrer l'information et procéder pour pouvoir répondre. Ce qui arrive malheureusement, c'est qu'on va poser plusieurs questions en même temps. As-tu faim? Veux-tu que je te fasse des toasts? Veux-tu des œufs? On pose plusieurs questions en même temps, puis la personne n'a pas encore intégré le as-tu faim? Fait que c'est des petites choses, des stratégies de communication qu'on peut ajuster à la personne. Des stratégies spécifiques. Ça, c'est des stratégies qu'on utilise sur les unités, dans les CHSLD, en soins, précéder la demande. Quelqu'un qui a toujours une demande répétitive, c'est un signe d'anxiété. Donc, quelqu'un qui demande toujours, il est quelle heure, il est quelle heure, il est quelle heure, il est quelle heure. C'est un peu d'anxiété face au moment de la journée. Donc, nous, ce qu'on fait sur les unités, c'est que avant même que la personne nous demande quelle heure il est, à tous les fois, puis tous les intervenants se passent le mot, à tous les fois qu'on passe devant l'usager, on dit il est présentement 8 heures. Il est 8h15. Il est 9 heures. Fait que ceci fait en sorte que le cerveau de l'usager se calme et éventuellement, il n'y a plus d'anxiété face à l'heure et il ne demande plus quelle heure il est. Il va peut-être avoir une autre question, mais au moins cette question-là, elle est gérée et l'anxiété diminue. Le respecter le refus. Donc, respecter le refus, c'est lorsque quelqu'un dit non, un non catégorique, c'est mieux parfois et c'est plus gagnant de respecter le refus, de prendre un recul, d'attendre quelques minutes, qui est le 30 secondes, et de revenir par la suite pour retenter euh, la stratégie ou de retenter l'exercice avec l'usager. Donc, respecter le refus. La loi du 90-90. On oublie qu'un usager avec un trouble neurocognitif majeur a un cerveau qui est, comme on disait, fragilisé. Il se fatigue beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas un trouble cognitif majeur. Ceci étant dit, lorsqu'on donne une douche, lorsqu'on fait une activité, on prend une marche, qu'on fait une activité sociale qui dure plus que 90 minutes, on devrait allouer à cette personne-là un 90 minutes de repos. C'est la loi du 90-90. Parce qu'une heure et demie de stimulation pour un usager avec un trouble neurocognitif majeur, c'est très fatigant et c'est très demandant la concentration. Fait qu'absolument, on fait une activité, mais on doit donner le 90 minutes par la suite de repos pour pouvoir reprendre l'énergie. On a la validation de l'émotion. Quand quelqu'un a beaucoup de tristesse, c'est bien de valider l'émotion. Je vois que tu es triste.
est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui pourrait te rendre triste pour l'instant? Ou même quelqu'un qui est vraiment agité, fâché. Je vois que tu es fâché. Je comprends. Est-ce qu'on pourrait en discuter? De pas nécessairement rester dans l'émotion longtemps, mais de valider l'émotion, puis d'aller chercher quand même un retour auprès de la personne qui vit l'émotion. Le toucher thérapeutique, de toucher la personne, de s'asseoir contre elle, à côté d'elle, un silence. Un silence est aussi très aidant lorsqu'une personne est agitée. Souvent, nous, quand les usagers crient, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse le ton. Donc, au lieu de parler fort, on leur parle tranquillement et on leur parle doucement. Et souvent, ça va diminuer le ton de la conversation, puis ça va calmer un petit peu plus. La pleine conscience, être dans le moment présent. Lorsqu'on parle avec un usager, il faut vraiment oublier ce qu'on fait outre la personne, et on doit vraiment concentrer sur la personne. Se mettre à son niveau, le contact visuel, avoir le temps d'avoir une conversation avec eux. De la musique, une stratégie qui est très aidante, qui est soutenue par la recherche, la réminiscence, surtout quelqu'un qui s'ennuie de sa mère, de son père, de ses enfants, de s'asseoir, puis d'ouvrir scrapbook, comme qu'on appelle, je pense, un livre de photos, puis de demander à la personne d'échanger avec vous sur qu'est-ce qui se rappelle de la photo qui est dans le livre de réminiscence. L'aromathérapie aussi, c'est une technique, une stratégie qui est reconnue par la recherche comme pouvant soulager certaines agitations. Le massage des mains avec la lavande, par exemple. La citronnelle, l'odeur de citronnelle, c'est une des odeurs qui semble aider en termes de pacification pour les troubles de comportement. La formation, comme aujourd'hui, donc le plus on se forme, le plus on est formé, je pense que le plus ça peut nous apporter de l'aide ou nous aider dans les interventions auprès des gens qui souffrent de troubles cognitifs majeurs. Donc la prochaine slide, Claire. C'est là, Carmen. I'm sorry? It's there. C'est là. Oh, sorry. Okay. I'm sorry. Donc les exemples et stratégies. Donc lorsque c'est de l'hygiène et de la résistance aux soins. Les gens, ce que je remarque, c'est ils vont tenter de convaincre quelqu'un d'aller vers la douche. Donc, est-ce que ça te tenterait de prendre ton bain? Est-ce que tu voudrais prendre ta douche? Et puis, habituellement, la personne, à cause qu'elle n'est pas dans l'environnement, ne voit pas la douche. C'est un concept qui est quand même assez abstrait. Donc, c'est difficile pour eux de répondre positivement à quelque chose qui est plus ou moins abstrait. Fait que parfois, c'est plus gagnant d'apporter la personne vers la douche. Et une fois que les stratégies sont en place, qu'on va vous expliquer, souvent, c'est plus gagnant à cette étape-là. Donc, on doit préparer à l'avance la salle de bain ainsi que les articles nécessaires. On doit s'assurer que l'environnement est invitant, que c'est chaud, que la température, elle est confortable, que la personne n'aura pas froid lorsqu'elle va être dévêtie. On doit vérifier la température de l'eau avant de procéder. Il ne faut pas que ça soit trop chaud. Moi, souvent, ce que je demande, c'est que je demande à l'usager si l'eau est trop chaude et trop froide, et ils vont me répondre. Absolument, ils vont me dire non, 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 c'est trop chaud, c'est trop froid. Utiliser une pommette de douche plutôt que de les installer sous la douche, c'est beaucoup moins intimidant, une pommette de douche qu'être sous la douche. Respecter la routine antérieure, on l'a mentionné un peu tantôt. Quelqu'un qui est plus habitué de prendre son bain ou sa douche le matin, de conserver cette routine-là et de lui donner le matin plutôt que le soir. D'évaluer les peurs de la personne. Pour l'eau, peur de tomber. Souvent, on va voir ça chez les personnes âgées. Ils ont fait une chute et par la suite, ils ont peur de tomber. Donc, en fait, c'est pas qu'ils ne veulent pas prendre leur douche ou leur bain, c'est qu'ils ont peur de tomber à la douche ou au bain. C'est d'aller évaluer cet aspect-là. Envisager d'autres solutions, comme le lavage au lavabo. Quelqu'un qui est beaucoup plus avancé, on peut faire aussi le bain dans le lit. Donc, on pourrait faire un lavage ou les soins d'hygiène au lit. Puis il y a des études qui ont démontré comme quoi que le lavage au lavabo est aussi efficace qu'une douche. Donc, on a fait des swabs bactériens avec un usager qui prenait une douche et un usager qui était lavé au lavabo.
et les résultats étaient pareils. Donc, ils ne sont pas plus contaminés parce que ils prennent pas de douche et ils sont lavés à la débarbette ou lavabo. De permettre à la personne de se couvrir. Donc, souvent, nous, on va couvrir la partie intime qui n'est pas lavée. C'est quelque chose qui est gagnant aussi. Ce qui pourrait aussi être utilisé, c'est dans les CHSLD, on utilise les bavettes qui sont très longues. On utilise ça parfois pour leur donner leur bain ou leur douche ou leurs soins d'hygiène, qui fait en sorte que eux, ils ont le sentiment qu'ils sont complètement couverts devant eux. Ça peut aider pour maintenir l'intimité, la dignité. Créer une diversion aux besoins. Les gens qui sont plus avancés, moi, j'ai eu des usagers qui aimaient manger, qui aimaient les caramels, par exemple. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que je leur donnais un bonbon, un caramel, ou des gens qui aiment manger du yogourt, on leur fait manger. Puis pendant qu'ils mangent ou qu'ils ont le caramel dans la bouche, ils sont tellement concentrés sur ce qu'ils ont dans la bouche qu'ils oublient, puis nous, on fait les soins d'hygiène. Fait que c'est vraiment une diversion pour pouvoir apporter des soins. Utiliser les techniques d'imitation, donc vraiment les interpeller et les encourager à faire les soins eux-mêmes. Donc, pendant que vous pourriez, par exemple, faire les soins sous le sein ou les parties intimes, demandez à l'usager de prendre une débarbouillette, de leur montrer comment se laver le visage, de mettre de l'eau chaude, puis de les laisser faire le visage tout en leur expliquant, je vais laver en dessous de ton bras. Donc, eux font leur visage, on lave en dessous du bras. Je vais laver en dessous de ton sein. Tu me permets? Oui, on lève le sein. Donc, c'est vraiment une collaboration où ce qu'on les implique, on les laisse en faire un peu, puis nous, on en fait en même temps. Guider la personne vers le lieu plutôt que de demander, je l'ai mentionné tantôt, puis toujours offrir du renfort positif après le bain. Donc, après les soins d'hygiène, toujours revenir sur est-ce que tu as aimé ça, c'était bien, c'était confortable, c'est très bien allé, merci de m'avoir aidé. Donc, vraiment aller donner du renfort positif sur le soin qui a été fait. Pour l'errance intrusive, compulsive et sans but. Donc, quand on parle d'intrusive, on parle de quelqu'un qui nous suit continuellement, il est dans notre bulle, qu'on peut dire, dans notre espace vital, ou qui va rentrer dans des pièces auxquelles il ne devrait pas rentrer. Fait qu'on parle d'une errance intrusive. Compulsive, c'est quelqu'un qui marche sans cesse, toute la journée, du 18 heures par jour, et sans but, dans le fond, c'est qu'il n'y a aucune raison pour son errance. Il fait juste marcher. C'est aléatoire. Il n'y a pas vraiment de but. Donc, les raisons peuvent être un besoin physique, comme je vous disais tantôt, il aurait besoin d'aller à la toilette, d'éliminer, mais il ne trouve pas la salle de bain. Donc, à ce moment-là, lui, il cherche, il se promène, il regarde. Une désorientation, ne reconnaît pas son environnement, puis tente de retrouver des points de repère. Parfois, c'est de la stimulation excessive. Donc, le 90-90 qu'on parlait tantôt, trop d'agitation, trop de stimulation, trop de lumière, il devient plus agité et il nécessite bouger. De l'ennui, donc il a besoin d'activité, il a besoin de se trouver quelque chose à faire. De l'anxiété, la peur. Parfois, c'est de l'anxiété causée par le syndrome crépusculaire qui est plus tard dans la journée. Ça peut être la peur. Il sait que le proche aidant quitte toujours autour de la même heure durant la journée. Donc, lui commence à être agité, faire de l'anxiété, avoir peur, puis commence à faire de l'errance. Si la personne part vers 2 heures, il commence à faire de l'errance vers midi. Il cherche déjà. Des habitudes antérieures, une personne qui est un coureur, un marcheur, les effets secondaires de la médication. Il ne faut jamais négliger la possibilité d'effets secondaires de la médication. Surtout chez quelqu'un qui va prendre un antipsychotique où on peut avoir ce qu'on appelle de l'acathysie, can't stop to move. Donc, c'est un effet secondaire où ce que la personne peut commencer à avoir une agitation excessive et avoir une nécessité de marcher, un inconfort physique ou un besoin fondamental qui est non satisfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir, c'est toujours la même technique, comme que je disais tantôt, avec un journal. On doit observer. Donc, on fait une observation à partir du moment que le comportement débute. Donc, documenter. C'est à quelle heure? Qu'est-ce que la personne faisait avant? Qu'est-ce qu'elle faisait après? Qu'est-ce qui aurait pu arriver qui a soulagé le comportement? Fait que c'est toutes des petites choses que si on documente, éventuellement, on va pouvoir voir un pattern.
Tentez de trouver la raison derrière l'errance. Est-ce qu'il veut quitter la maison? Est-ce qu'il cherche une chambre en particulier? Est-ce qu'il cherche une personne en particulier? Travailler sur la raison plutôt que le comportement. Une fois qu'on a trouvé la raison du comportement, absolument, et on travaille sur la raison et le besoin fondamental non comblé, souvent on va trouver des réponses sur comment établir des stratégies pour diminuer l'errance. Donc, des exemples de stratégies. La personne faisait une promenade avec son chien tous les jours vers 14 heures. Donc, une stratégie serait de sortir marcher vers 14 heures. Puis, ça, ce que ça veut dire, c'est la réorganisation de son propre temps. La personne va à la toilette dans l'heure qui suit le début de l'errance. Donc, la stratégie serait d'établir un horaire d'élimination qu'on appelle. L'errance fait partie d'un syndrome crépusculaire qui débute vers 15 heures. Donc, les stratégies seraient vers 14h30, 14h45, d'entamer une activité avec cette personne-là. Par exemple, la réminiscence, aller pour prendre une marche, justement. Fait que ce sont toutes des stratégies qu'on pourrait faire afin de précéder l'errance. Des autres stratégies, camoufler les serrures pour les gens qui veulent toujours quitter la maison, camoufler les portes, les issues, cacher les clés, malheureusement, ne pas laisser les clés à portée de vue, cacher la voiture. Parce que pour souvent, les hommes, surtout qui arrêtent de conduire, vont regarder par la fenêtre, ils vont voir leur voiture et vont vouloir sortir pour prendre la voiture. Fait que souvent, stationner la voiture qui n'est pas à la vue ou du moins dans le garage pour pas que l'usager voit la voiture tout le temps. Cacher les manteaux et les chapeaux. Utiliser des produits d'identification de localisation. Si vous avez un être cher qui est porté à faire de l'errance et qui pourrait fuguer ou qui risque de quitter les lieux, ça serait bien d'avoir comme une montre avec un GPS, de mettre l'identification dans le soulier de la personne. Souvent, ils vont quitter avec leur portefeuille, d'avoir dans leur poche, sur leur carte d'assurance maladie, l'adresse, les coordonnées d'une personne qu'on pourrait rejoindre, ou avoir un bracelet. Un bracelet pas nécessairement anti-fugue, mais un bracelet avec l'identification, le diagnostic, l'identification de votre proche, pour que si jamais il s'égare, quelqu'un va pouvoir retrouver les coordonnées pour vous rejoindre. Aviser les voisins, à la limite de ce que vous pouvez faire quand il y a des voisins que vous connaissez. Si jamais vous voyez mon père, ma mère, mon mari, vous pouvez toujours aviser les voisins pour qu'ils puissent communiquer avec vous. Donc, on a les propos répétitifs. Donc, les raisons seulement, surtout, c'est l'anxiété. Donc, les gens qui répètent souvent, c'est une forme d'anxiété. Ils ont peur, ils ont d'insécurité, justement parce que vers une certaine heure, leurs proches quittent ou vers une certaine heure, ils vont avoir envie d'éliminer. Donc, ils commencent à avoir une anxiété qui s'installe et ils vont avoir un propos répétitif. C'est souvent à cause de l'oubli, le trouble de la mémoire secondaire à l'Alzheimer, ou un besoin fondamental non comblé, la frustration et le sentiment d'être non compris. Donc, encore, on fait la même chose que tantôt, on observe, on documente, on tente de trouver la raison des répétitions et on n'agit pas sur le comportement, mais surtout sur la raison. Donc, les stratégies, précéder la demande, on en a parlé tantôt. Si la personne demande l'heure à tous les 15 minutes, à ce moment-là, lui dire l'heure avant même qu'il vous le demande, ça va apaiser l'anxiété. Souvent, ça va répondre à la répétition. Valider l'émotion, combler le besoin. Exemple, la personne répète que sa mère est décédée, ma mère est décédée, ma mère est décédée, ah, j'ai de la peine, ma mère est décédée. Tu as de la peine, hein? Tu t'ennuies de ta maman? Est-ce qu'on pourrait s'asseoir? On va discuter, on va parler d'elle, on va regarder des photos. Qu'est-ce que tu te rappelles d'elle? Donc, discuter, mais ne pas rester trop longtemps là-dedans. Avoir la discussion, puis après faire la diversion, passer vers un autre sujet, mais toujours valider l'émotion. Rassurer avec des phrases simples que la personne peut comprendre, proposer une activité, une diversion comme on a mentionné tantôt, exemple un album de photos, toujours demeurer calme, faire preuve d'autorégulation. La sexualité, ce que l'on voit, fait qu'on va souvent voir de la masturbation en public, la personne peut se déshabiller de façon impulsive, elle peut avoir des propos vulgaires, elle peut faire des avances sexuelles envers d'autres personnes et parfois elles vont même agripper d'autres personnes. Fait que
les raisons derrière ça, souvent, puis à ne pas négliger, ça peut être une infection. Fait que ça peut être une infection génitale. Lorsqu'on a une femme ou on a un homme, il faut toujours aller vérifier chez l'homme le prépuce, les parties intimes pour nous assurer qu'il n'y a pas de rougeur, qu'il n'y a pas une infection qui pourrait être en train de s'installer. Puis la même chose chez une femme. Vous allez éliminer une infection, une vaginite, une vaginose au niveau des, euh, des parties intimes de la femme et aussi éliminer une infection urinaire parce que la personne ne pourra pas vous dire qu'elle a mal, qu'elle a une sensation de brûlure, mais c'est quelque chose qui arrive qui fait en sorte qu'ils sont toujours à vouloir se toucher les parties intimes. Donc, nous, on pense que c'est une masturbation, mais finalement, c'est une réponse à un inconfort qu'ils ont au niveau des parties génitales. Puis ça, je vous dirais qu'on le voit quand même, on peut le voir assez souvent. Ça peut être une réponse, un effet secondaire, une médication. Donc, il faut toujours aller évaluer c'est quoi la médication qu'ils prennent, parce que ça peut être un effet secondaire. Et on voit chez les hommes souvent, lorsqu'ils sont très anxieux, qu'ils ont une hypersexualisation. Donc, lorsqu'ils sont très anxieux, ils vont avoir tendance à aller se masturber ou parler de sexualité. Le déshabillage impulsif peut être un inconfort face au froid, face au chaud. Fait que c'est un inconfort qui est plus physique. On a déjà eu un usager qui se déshabillait constamment, constamment, constamment. Et c'était durant l'été. Et finalement, il n'y avait pas d'air climatisé. On a mis un air climatisé et le comportement a complètement arrêté. Fait que, tu sais, des fois, il faut aller voir un petit peu plus loin que le comportement, mais la raison derrière le comportement. Le déshabillage peut être aussi à cause du besoin d'éliminer. Les propos vulgaires, les avances, c'est souvent chez les gens qui ont une démence, un trouble cognitif majeur, frontotemporal. Donc, qui affecte vraiment le lobe frontal, qui est une inhibition, qui est tous les règles sociales. Donc, à ce niveau-là, c'est plus difficile à contrôler, je vous dirais, surtout lorsque c'est du frontotemporal. Mais il pourrait aussi avoir une demande d'attention, un ennui. Ça peut être parce qu'ils tentent de créer un lien avec une autre personne, puis ils sont maladroits. L'empoignade, lorsqu'ils tentent d'agripper, ça peut être la recherche de sécurité, ils ont peur, ils tentent d'établir un lien physique avec une autre personne. Donc, comportement inapproprié, hypersexualité, ça peut être très dérangeant. Donc, on a parlé tantôt, les lésions cérébrales, lobe frontal, réduction de l'inhibition, ça peut être une émotion, une anxiété, ça peut être les médicaments, la douleur, ça peut être une infection, le manque d'intimité, la solitude, et ça peut se manifester, comme on l'a dit tantôt, par des avances sexuelles, la masturbation, les touchés inappropriés. Donc, encore, on fait la même chose. Il y a une observation documentée. On tente de trouver la raison derrière le comportement et on agit surtout sur la raison plutôt que le comportement. Donc, les stratégies, ça serait d'exclure une condition physique. Donc, première chose à faire, c'est d'éliminer une cause physique comme une infection. Identifier le besoin. Est-ce que c'est une anxiété secondaire à un besoin d'uriner? Réorienter et distraire. Donc, utiliser la diversion. Utiliser, par exemple, un livre de photos, comme on disait tantôt. Adapter ses comportements. Donc, limiter ses gestes ambigus, comme toucher les genoux ou d'avoir peut-être des propos qui même nous, mon amour, mon chéri, tu sais, des fois, il faut faire attention parce qu'on peut parfois inviter ou provoquer une réponse qui est plus sexualisée. Maintenir une routine afin de diminuer l'anxiété, surtout au moment du coucher, puis opter pour des vêtements difficiles à enlever ou pouvant limiter l'accès au corps lorsque c'est frontotemporal et qu'on essaye des stratégies pour diminuer les comportements. C'est bon? Une fois qu'on a vraiment, une fois qu'on a vraiment éliminé la raison derrière le comportement, qu'on a agi sur la raison du comportement, qu'on a utilisé toutes sortes de stratégies, parfois, ce qui arrive, c'est qu'on doit virer vers une approche pharmacologique. Mais encore là, l'approche pharmacologique n'est pas sans conséquences
toute approche pharmacologique pourrait apporter un effet secondaire. Donc, il faut vraiment observer encore, noter dans un journal qu'est-ce qu'on pourrait rencontrer comme effet secondaire pour pouvoir par la suite, si on retourne voir le médecin, lui expliquer l'approche pharmacologique peut fonctionner sur un certain comportement, mais ça semble débuter un autre comportement avec lequel je suis moins confortable. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit adresser. Puis, dans le pire des cas, lorsqu'un SCPD devient très grave, parfois, malheureusement, à cause de l'épuisement du proche aidant, on doit aller vers une relocalisation ou qu'il y a une équipe, puis on peut offrir plus de soins auprès du proche. Donc, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est vraiment des formations qui sont appuyées par les bonnes pratiques. C'est toutes des choses qui ont été tirées par des projets de recherche. Puis, c'est toutes des références qu'on est allé puiser avec la Société d'Alzheimer, l'INES. Euh, on va passer à la prochaine slide. On vous a donné, donc, mon message de conclusion, en fait, c'est les comportements sont des symptômes de la maladie. Ce ne sont pas des choix. C'est sûr que c'est difficile de composer avec certains comportements, mais il faut toujours se rappeler que la personne ne fait pas exprès. Et c'est encore plus difficile quand on parle d'une démence frontotemporale, parce que quand on parle d'une démence frontotemporale, les gens souvent ont une meilleure mémoire. Donc, la mémoire court terme n'est pas atteinte aussi rapidement. C'est plus les comportements qui se présentent en premier, qui fait en sorte que parfois on peut se dire, il fait exprès. Oh, il fait exprès parce il se rappelle de ce qu'il a fait. Malheureusement, le lobe fronto-temporal, c'est ça qui gère toutes les pulsions, toute la désinhibition. Puis lorsqu'on voit sur les MRI, sur les scans, on voit vraiment que le frontal, il y a une atrophie qui s'installe, puis une perte à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui, euh, qui est fait de façon volontaire. C'est vraiment impulsif, c'est désinhibé. Et on doit avoir, je pense, un petit peu plus de recul pour aller voir quelle serait la raison ou les stratégies qui pourraient diminuer le comportement chez un phototemporal. On sait que vous faites de votre mieux. C'est des situations qui sont très difficiles. Puis il ne faut jamais éviter ou d'hésiter de demander l'aide si jamais vous n'arrivez pas à passer à travers le comportement difficile. Il y a des services, des ressources comme les équipes ambulatoires SCPD qui sont offertes dans vos CIUS. Absolument, chaque CIUS a une équipe ambulatoire SCPD. Si vous êtes suivi avec un CHSL, avec un CLSC, vous avez un intervenant de CLSC, vous pouvez leur demander l'aide de l'équipe ambulatoire SCPT, qui est une équipe qui pourrait venir chez vous pour évaluer le comportement et apporter des solutions, apporter des interventions, des stratégies pour vous aider. Fait que c'est un service qui est absolument, qui est quand même assez privilégié chez les proches aidants. On vous a laissé aussi un PDF d'outils que vous pourriez utiliser. C'est juste des rappels, dans le fond, lorsque vous faites face à un trouble de comportement euh, sur des stratégies. Donc, votre chair tente de vous communiquer un message dans une langue qui est inconnue. Donc, la détresse du proche aidant provient souvent d'un sentiment d'impuissance face à la situation. Puis, plusieurs outils peuvent être apportés avant même la pharmacothérapie. Donc, éliminer une cause médicale si le comportement est aigu et soudain, comprendre le besoin non satisfait, agir sur le pourquoi et non sur le comportement lui-même. Puis, on vous a donné des recommandations bien détaillées dans un petit tableau. Fait que là, maintenant, on vous donnerait la parole si vous voulez partager avec nous, partager vos réflexions, avoir des questions. Merci beaucoup, Carmen. C'est Diane ici. J'ai avisé nos gens qu'ils peuvent poster des questions dans le chat ou lever la main. On avait une question concernant pourquoi les symptômes arrivent aigus à 14 heures et puis c'est peut-être relié à la syndrome crépusculaire. Donc, peut-être on pourrait expliquer c'est quoi le syndrome crépusculaire. En fait, il y a beaucoup d'hypothèses par rapport au syndrome crépusculaire.
Un, une des hypothèses, c'est que le cycle circadien a été changé chez l'usager. Donc, lui, ce qui avant était la nuit, à cause que la difficulté dans son orientation dans le temps, dès que le soleil commence à descendre, il commence à avoir des ombrages dans la maison, ça commence à être un peu plus sombre. Donc, pour lui, c'est comme si la nuit venait plus tôt qu'habituellement, puis ça va lui causer de l'anxiété. Ça peut être la fatigue aussi, encore à cause de sa perception du temps, le changement du cycle circadien. Il pourrait se sentir plus fatigué vers 2 heures de l'après-midi que, il serait senti vers 8 heures le soir. Je sais pas si ça fait du sens. Il y a aussi les changements hormonaux qu'on va vivre. Quelqu'un qui souffre d'une démence, les changements hormonaux pourraient changer dépendant de la personne. L'anxiété pourrait, au lieu de diminuer le cortisol dans le corps, l'augmenter à cette période-là, qui va causer plus d'anxiété, plus de mouvement, plus d'agitation. Donc, il y a toutes sortes d'hypothèses. Ça peut être aussi la peur d'être seul, ça peut être à cause des ombrages qui sont sur les murs, justement, avec le changement de la lumière dans la maison. Ça peut donner un sentiment d'hallucination visuelle. Donc, il y a plusieurs hypothèses. C'est très difficile à gérer un syndrome crépusculaire, mais habituellement, c'est causé par une anxiété qui s'installe vers cette heure. Est-ce que ça répond relativement à la question? Merci beaucoup, Carmen. Je pense que oui. On avait une autre question un participant qui aimerait avoir des conseils pour un homme de 66 ans, diagnostiqué en début 2024, qui est très négatif et dépressif. Il est quand même suivi par Géron Psychiatrie, mais elle voulait savoir si vous avez des conseils, comme comment l'aider à être un peu plus positif. Est-ce, est-ce qu'on valide l'émotion de l'usager? Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on tente de, souvent, ce qu'on tente, c'est on tente de, to negate, comment on pourrait dire negate? On tente de ne pas valider l'émotion parce qu'on pense qu'on va renfoncer la personne plus loin dans son sentiment de tristesse. Mais si c'est quelqu'un de jeune qui a quand même une autocritique sur ce qui lui arrive, ça peut être quelque chose qui est très confrontant, qui lui cause une tristesse qui est justifiée parce qu'il réalise que oui, il souffre d'un trouble cognitif majeur et qu'il perd de plus en plus ses fonctions cognitives. Donc, parfois, de valider avec cette personne-là, je vois que tu as de la tristesse, est-ce que tu as peur? Je vous donne un exemple. De valider avec lui. Tu sais, est-ce que tu as peur? Si la personne dit oui, de valider avec lui, tu sais, tu as raison d'avoir peur. Qu'est-ce qui pourrait aider? Si la personne est capable de communiquer, c'est sûr que si la personne n'est plus capable de communiquer, ça devient très difficile d'avoir de la validation puis d'avoir une relation d'aide avec cette personne-là. Mais déjà, de commencer avec la validation de l'émotion, puis de faire verbaliser la personne sur l'émotion qu'il vit au lieu de passer tout de suite à de la diversion. C'est très confrontant, même pour nous comme proches aidants, de, de, de valider une émotion qui nous perturbe, nous. Sinon, s'il est suivi en gérontopsychiatrie, peut-être d'aller voir avec le gérontopsychiatre si la molécule utilisée fonctionne, si elle est optimisée, s'il y a quelque chose d'autre à ajouter au traitement. Parfois aussi, ça fait partie de la maladie qui est de l'apathie. On en a parlé tantôt. Des fois, ça peut faire partie d'un des symptômes. On parle aussi d'une labilité, une labilité émotive qu'on peut voir chez des usagers. Puis, il faut faire la différence entre est-ce que l'usager a une labilité émotive ou est-ce qu'il pleure souvent durant la journée et où est-ce que c'est vraiment une dépression? Parce qu'on a des usagers, je vous donne un exemple, quelqu'un qui crie tout le temps. Quelqu'un qui crie tout le temps, ça fait partie de son comportement secondaire à son trouble cognitif majeur. Il y en a qui vont rire tout le temps. C'est moins dérangeant quelqu'un qui rit tout le temps. Mais quand on a quelqu'un qui pleure de façon spontanée pour aucune raison, c'est une labilité émotive et ça, c'est secondaire à le trouble cognitif majeur.
C'est beaucoup plus percutant pour nous parce qu'on pense qu'il souffre d'une dépression, mais finalement, c'est un symptôme du trouble impulsif majeur. Est-ce que ça répond? Est-ce que je peux ajouter quelque chose aussi? Parce que à cause que la personne est Absolument, jeune, docteur. Oui. qu'est-ce qui arrive souvent aussi, c'est que les membres de la famille croient que à cause que la personne a un trouble neurocognitif majeur, il ne peut plus participer à ses activités comme avant. Alors, si la personne peut-être avant jouait au tennis, au golf, il faisait beaucoup de marche, des fois les membres de famille disent, oh, mais il peut plus faire ça. Alors, c'est des fois les membres de la famille qui enlèvent les activités de la personne. Alors, je pense que tout le monde a besoin de se lever le matin, puis ils ont un but dans la vie, ils ont de l'espoir. Alors, veuillez assurer qu'on encourage la personne à continuer à participer. C'est vrai qu'ils ne vont pas être capables de le faire comme avant, mais quand même, tout le monde a besoin d'avoir un objectif dans la vie, de se faire, à s'assurer la stimulation d'une personne. Et si on enlève la stimulation des personnes, ça peut aussi causer la dépression. Une faire du pouce sur ce que Claire dit. Souvent, on va demander à la personne s'ils veulent faire l'activité. Lorsqu'on demande à quelqu'un qui est en perte de motivation, qui a de l'aphasie ou qui a de l'apathie, de faire une activité, on peut s'attendre à ce qu'ils disent non. Habituellement, c'est beaucoup plus gagnant de prendre la personne et de l'accompagner vers l'activité et de commencer l'activité avec eux. Ils vont embarquer souvent, ils vont suivre. C'est très différent comme approche que de demander à la personne, veux-tu aller prendre une marche? Plutôt, viens, on met notre manteau, on va prendre une marche. Est-ce que vous comprenez la différence? Alors, j'aimerais remercier Carmen et Claire beaucoup d'avoir partagé votre parcours avec nous aujourd'hui et merci à vous tous qui avez parti de la maison ou du bureau. Donc, juste pour rappeler que l'enregistrement de cet épisode aujourd'hui sera publié sur la page Échange aidant de notre site web dans la prochaine semaine. J'ai posté dans le chat un petit sondage. Nous aimerions vraiment avoir vos pensées sur la session aujourd'hui. Donc, je vous invite à remplir le formulaire. Et puis, juste pour dire que nous allons rester en ligne, on va arrêter l'enregistrement bientôt et on va rester en ligne si jamais vous avez d'autres questions. Je vois quand même dans le chat qu'il y a 2 autres questions. Donc, les gens qui aimeraient rester sont les bienvenus. Et puis, juste pour vous aviser que le prochain Forum Échange aidant aura lieu le 25 février en anglais et le thème sera les proches aidants de la génération sandwich. Donc, juste vous assurer que vous êtes inscrite à notre infolettre. Comme ça, vous allez recevoir toutes les bonnes nouvelles de notre programme. Merci beaucoup et nous allons maintenant terminer l'enregistrement pour continuer la discussion avec Claire et Carmen. Merci.